épuisement, c'est-à-dire je faisais beaucoup de randonnées de manière générale en montagne, et je me suis retrouvé un jour complètement bloqué sur une course en montagne que je connaissais bien, que j'avais l'habitude de faire. Un jour je n'ai plus pu avancer, donc retour au camp de base, comme on dirait, et puis dans les jours qui ont suivi, je n'ai pas pu continuer à marcher, l'épuisement est vraiment devenu très important. Quand je suis rentré à mon domicile, les examens ont commencé à se mettre en place, sachant que j'avais une activité professionnelle assez intense, donc ça aurait pu être aussi lié à une suractivité professionnelle. Bon, le repos n'y a rien fait, j'ai eu des périodes d'arrêt de travail, etc., des recherches au niveau IRM, sclérose en plaques, parce que la sclérose en plaques a été assez vite envisagée, et en fin de compte, aucune des analyses qui a été faite n'était positive, donc on ne savait pas ce qui se passait. C'était un syndrome de fatigue chronique, et progressivement des douleurs musculaires et articulaires sont survenues, et quelques années plus tard des troubles cognitifs assez invalidants. Ah, je peux en dire plus. Froid. Oui. Non, c'est mais comment il y a une chose quand même, Didier, quand on apprend, on entendait tout à l'heure aussi avec Bruno et avec Valérie, comment se fait-il, à ce moment-là, il y a une espèce de ce que j'ai entendu moi d'amis qui apprennent vraiment des maladies graves, et donc tu peux imaginer, il y a tout un imaginaire en plus de ça autour qui fait vraiment peur. Comment tu as réagi? Qu'est-ce qui s'est passé à toi quand on t'a dit, voilà, vous avez ça? Mais c'est de l'incompréhension, en fait. Et on est tous passés par là, et tous on a vécu 3, 4, 5, 6, 10 ans d'errance diagnostique. Quelque chose nous tombe dessus, et on ne sait absolument pas ce que c'est, ce qui explique. Donc on cherche dans tous les sens, on cherche nous-mêmes, et avant qu'on nous le dise, parce qu'après on nous le dit, on cherche nous-mêmes aussi des raisons éventuellement psychologiques qui pourraient expliquer ces symptômes. Donc on cherche de tous côtés, on ne trouve pas, et pourtant, avec le temps qui passe, parce qu'on ne prend pas les mesures nécessaires, c'est-à-dire qu'on aurait besoin, en fait, et on s'en rend compte plus tard, de vivre d'une manière adaptée à notre nouvelle situation, mais comme on ne connaît pas notre situation, on ne vit pas de cette manière-là, et on brûle notre énergie, on brûle nos capacités, on est en surchauffe, et jusqu'au moment où tout craque. Et donc quand tout craque, effectivement, on s'arrête de travailler, souvent de manière définitive. 80% des gens qui sont atteints de myofasciite s'arrêtent de travailler définitivement, sont en invalidité. C'est lourd. Alors, j'imagine que tu avais un médecin généraliste. Alors, oui. Est-ce qu'il comprenait comment il voyait les choses? Est-ce qu'il a eu de vraies réponses à tes questions? Ou est-ce qu'il a lui-même trouvé, cherché? Comment ça se passe? Il a assez vite pensé que la vaccination pouvait être en jeu. Et donc c'est aussi pour ça que les recherches pour une sclérose en plaques ont été démarrées, mais que rien n'a été trouvé, parce que cette maladie-là n'était pas connue à l'époque. Alors cette maladie, justement, elle existe, enfin elle est identifiée depuis combien de temps? Alors c'est pareil, je pense qu'on pourra parler de plusieurs temps par rapport à cette maladie, parce qu'on parle d'une maladie qui est la myofasciite à macrophage, mais en fait on est en train d'évoluer en termes de présentation ou de prise en compte de ce que ça signifie. Donc pour l'instant officiellement c'est une maladie, enfin officiellement non encore reconnue, mais c'est une maladie qui se caractérise par une lésion au site d'injection de la vaccination, où on retrouve de l'aluminium des années après la vaccination. Il faut savoir que jusqu'à il y a peu de temps, il était admis que l'aluminium qui était injecté, comme c'est un produit toxique, était éliminé très rapidement par l'organisme, par les voies urinaires. Donc en 15 jours, 3 semaines, il devait être éliminé. Et on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas, et que dans une partie de la population, mais on ne sait pas quelle est cette partie de la population, il y a une biopersistance anormale de l'aluminium qui progressivement, parce que l'organisme se défend, progressivement migre dans l'organisme et atteint le cerveau où il s'accumule. Donc ça maintenant ce sont des données qui sont indiscutables, puisque l'Académie de médecine dit elle-même qu'effectivement cet aluminium migre vers le cerveau, mais on ne sait pas en quelle quantité, et on ne sait pas une fois qu'il est là-haut ce qu'il fait, s'il a des effets négatifs ou pas. On peut penser qu'un produit neurotoxique qui migre vers le cerveau et qui s'accumule à chaque injection, en tout cas pour une partie importante de la population, doit avoir des effets secondaires particuliers. Voilà.
Donc après, nous, au niveau de l'association, si on voulait aussi faire le lien avec l'émission qu'il y a eu avant avec M. Lebovitch, nous, par rapport à la vaccination, nous ne sommes absolument pas contre la vaccination. Par contre, quand on prend conscience du fait qu'il y a un produit neurotoxique qui est inoculé et qu'il migre vers le cerveau, on ne peut pas faire comme si on ne l'avait pas entendu. Et les difficultés qu'il y a par rapport à ICAR, on les a nous aussi, c'est-à-dire qu'il y a un système qui refuse d'évoluer, qui refuse de prendre en compte ces données-là. Nous, ce qu'on demande, c'est que la recherche soit financée, qu'un principe de précaution soit appliqué avec un vaccin sans aluminium, mais on y reviendra. Alors justement, tout à l'heure, il y a quelques instants, tu viens de dire une maladie non encore reconnue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel est votre statut quand vous êtes malade et en arrêt maladie? C'est un statut qui, en fait, nous est reconnu en ce moment plus par la justice que par les autorités. Si on prend le cas, mais Muriel pourra en parler par rapport à la vaccination obligatoire, si on est malade du fait d'une vaccination obligatoire, ce qui n'est pas mon cas, mais ce qui est le cas de... Le distinguo est fait entre si on est atteint de la maladie par une vaccination obligatoire... C'est la justice qui le fait, parce que la justice dit, vous avez été vacciné dans le cadre professionnel, vous êtes reconnu comme... voilà. Alors, mais je vais aller jusqu'au bout. Dans le cadre professionnel. Oui, c'est-à-dire que si, par exemple, dans ton cas, toi, où tu t'es fait vacciner parce que tu faisais un voyage privé, donc ça, c'est pas considéré comme une maladie, là? La myofasciite à macrophage, pour l'instant, est contestée en termes de pathologie. D'accord ? Elle ne fait pas partie des maladies officiellement reconnues. C'est aussi pour ça que les choses sont en train d'évoluer, parce qu'en fait, les symptômes que l'on a sont exactement des symptômes du syndrome de fatigue chronique, que l'on appelle maintenant dans les pays anglo-saxons encéphalomyélite myalgique. Ça, c'est une pathologie qui est reconnue, qui est identifiée, et en fait, nous, on a tous les symptômes de cette pathologie. Mais cette pathologie, syndrome de fatigue chronique, on n'en connaît pas l'origine au niveau mondial. On se pose des questions, on a souvent pensé à des problèmes de virus, et maintenant on est revenu sur la question, et on pense que c'est une origine toxicologique au syndrome de fatigue chronique. Et donc nous aurions un syndrome de fatigue chronique, encéphalomyélite myalgique, dont on connaît l'origine, c'est l'aluminium des vaccins. Et on peut penser qu'il y a un certain nombre d'autres origines qui expliquent le syndrome de fatigue chronique, comme d'autres métaux lourds, le mercure par exemple. Mais alors, d'accord, mais on bafouille, par rapport à la sécurité sociale, vous êtes malade de quoi quand on vous indemnise? Alors Muriel. Je ne suis pas indemnisée du tout. Je suis passée en retraite pour invalidité, raison état de santé. Donc j'en déduis que certainement c'est la grippe. Donc parce que rien n'est précisé, voilà quoi. Pour raison de santé, je suis mise en invalidité. Donc tout simplement. Donc après effectivement, je crois que professionnel ou non professionnel. Personne n'est reconnu d'emblée par le système. De la maladie n'est pas du tout prise en compte, quel que soit. Donc chacun doit aller au tribunal pour se battre, pour avoir cette reconnaissance, donc soit en accident de travail ou comme étant malade, quoi, une personne malade atteinte d'une maladie. Mais une maladie qui n'a pas de nom. Elle a un nom, c'est oui, mais qui n'est pas reconnue en tant que telle, quoi. Voilà. Vous avez une maladie fantôme, quoi, pour la sécurité sociale. On a une maladie qui se manifeste par des douleurs musculaires, articulaires, un épuisement, des troubles cognitifs. Mais bon, il y a plein de gens qui ont ça aussi, vous comprenez ma bonne dame. Beaucoup de personnes sont par exemple diagnostiquées avec une fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est un nom qui a été donné dans lequel on classe beaucoup de personnes pour lesquelles on ne sait pas les raisons qui font qu'elles sont malades, épuisées, etc. et qui se révèlent avec des biopsies, puisque c'est par biopsie musculaire qu'on découvre la maladie, qui se révèle en fait avoir une myofasciite à macrophage. Alors Muriel, toi, est-ce que tu peux nous raconter justement toi les origines de ta maladie, comment, pourquoi, il y a longtemps? Le chemin est un peu quand même différent, donc là j'ai donné ma liste de vaccination sur à peu près une dizaine d'années. Donc effectivement, après les premières injections du DTP et tétanos, polio, voilà, et puis l'hépatite en même temps, les premiers signes, moi, ça a été de la fatigue. J'ai ressenti tout de suite de la fatigue, et puis dans les mois qui sont acheminés, je me suis retrouvée avec des états grippaux que je n'avais jamais eu avant. Et au fil des vaccins,
Et des années, jusqu'à 98, où là, les douleurs se sont vraiment manifestées. J'étais tout le temps fatiguée, de plus en plus en état grippal, mais hors épidémie quand même, je le précise. Et voilà, et en 98, donc après celui de l'hépatite A, j'ai commencé à avoir donc les douleurs au niveau des lombaires et dans la nuit, ça s'est parce que je travaillais nuit, dans la nuit ça s'est accentué et ça m'a pris toute la jambe. Mais alors pourquoi tous ces vaccins, la hépatite B, je regarde la fiche vaccinale. L'hépatite B, donc étant dans le milieu professionnel, voilà, je pense qu'on a aussi un peu servi de cobaye. Professionnel médical alors. Oui, puisque c'était en 92 et pour la population en 94. Hein, donc 2 ans d'essais thérapeutiques pour voir les effets secondaires, mais de toute façon, dans ces milieux-là, quand il y a des effets secondaires, ils ne sont pas signalés. Donc tout allait bien avec ce vaccin, puisqu'après on l'a mis à la population. Et oui, c'était pour... Non, je voulais te dire pourquoi tous ces vaccins. Eh ben, pourquoi pour notre sécurité. Obligation professionnelle. Obligation professionnelle, pour pas qu'on tombe malade, que vous êtes en contact, voilà, alors que bon, j'étais quand même aide-soignante. Donc en plus de nuit, on est moins sollicité à faire des soins en contact avec le sang et des choses comme ça. Et bon, après le rappel du DTP, puisque en fait, certainement on a laissé passer la date, donc on m'a réinjecté les 3 vaccinations, comme si je n'avais jamais été vaccinée du DTP. Donc voilà quoi, après c'est les rappels, l'hépatite B là, comme vous voyez, donc je n'étais jamais suffisamment immunisée, donc j'en ai eu 6 injections. Et bon après le problème c'est quand j'ai été immunisée, j'étais malade et puis en état de travailler, donc... Et alors... Pardon, excuse-moi Maria, excuse-moi, c'est tellement ahurissant ce que j'entends que... Les personnes qui travaillaient avec toi dans le même milieu, c'est-à-dire que ce soit de jour comme de nuit, en étant aide-soignant, enfin tout le personnel, disons, soignant de là où tu travaillais, ont été soumis aux mêmes vaccinations. Oui, puisque... Et est-ce qu'il y a d'autres cas comme toi, justement, d'immense fatigue, etc. Est-ce que ça dépend des personnes ? J'ai connu quelqu'un de mon hôpital qui a eu la sclérose en plaques, qui a évolué donc sur une sclérose en plaques latérale amyotrophique, qui maintenant est décédée. Donc voilà. Après, on a beaucoup de gens au niveau hospitalier qui ont des problèmes de dos, de douleur et tout ça. Donc est-ce qu'on peut le lier ou pas Puis maintenant, je n'y travaille plus, donc je ne sais pas. Et comme disait Didier, il faut faire des biopsies pour se rendre compte de voilà, c'est la biopsie qui va définir les vaccinations. Mais avant d'arriver à la biopsie, il faut déjà imaginer qu'il y a une maladie qui est derrière ces symptômes-là et qu'il y a une origine particulière. Et comme le corps médical, n'est absolument pas informé par les agences et par les autorités sanitaires, il y a très peu de médecins qui sont capables d'envisager que les symptômes que l'on a puissent être liés à une vaccination. Parce qu'en France, on ne met pas en cause une vaccination. Ouais, parce que... Je précise, nous n'avons pas, au niveau de l'association, de position anti-vaccinale. Donc on discutait tout à l'heure... Tu l'as dit voilà. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vaccin contre le sida, c'est bien évidemment utile, etc. Tous ne le sont certainement pas. Absolument, mais faut-il pas mettre encore n'importe être sûr que ce vaccin n'apporte pas autre chose. Si c'est d'un côté, ça te immunise pour quelque chose, mais ça te fait quelque chose d'autre, là, il y a un problème. Il y a sans doute aussi en France une survaccination, comme une surmédication. Est-ce qu'on a besoin de tous les vaccins qu'on nous file? Ça, c'est pas évident non plus. C'est aussi un autre débat. Voilà, sachant qu'il y a à peu près 150 vaccins qui sont en cours de développement. Et donc, si on imagine qu'une bonne partie de ces vaccins seront adjuvantés sur aluminium, les questions que l'on pose sont d'autant plus d'actualité. Alors, je voudrais revenir justement à l'historique de l'aluminium dans les vaccins, parce qu'on sait très bien faire des vaccins sans aluminium. Voilà. Absolument. La preuve en a été donnée en particulier par l'Institut Pasteur, qui de 1974 à 1986 a décidé de retirer l'aluminium de ses produits, donc produits allergènes et vaccins,
Parce que, déjà, au début des années 70, on mettait en cause l'aluminium dans la survenue d'un certain nombre d'effets secondaires. Et en particulier, il y avait des publications très importantes qui démontraient que cet aluminium favorisait le développement des allergies. Donc on sait que les allergies, c'est un vrai problème actuellement. L'aluminium peut être une des origines de ce développement des allergies. Et des publications commençaient à sortir sur les effets indésirables de l'aluminium dans les vaccins. Donc l'Institut Pasteur a retiré l'aluminium de tous ses produits et l'a remplacé par du phosphate de calcium, qui est un autre adjuvant et qui est un composant naturel de l'organisme. Le phosphate de calcium est toujours un produit accepté par la pharmacopée européenne. Donc c'est possible. Il y a même des vaccins actuels. Ouais. Attends, on est toutes les deux, on est là. Pas ta trace. Pourquoi cet aluminium? Pourquoi continuer à mettre de l'aluminium si on a vu justement qu'il y avait ne serait-ce que des allergies? Et je parle même pas des conséquences aussi graves que ce que vous êtes en train de parler, ce que vous vivez en plus de ça dans vos corps. Moi, je suis ahuri. Mais parce qu'un jour, Sanofi rachète Pasteur. Et alors? Mérieux rachète Pasteur. Mérieux qui est devenu Aventis, qui est devenu Sanofi. Mes amis. Donc là, on tombe sur le problème qu'a déjà bien évoqué Marie-Ange dans une autre émission. Vas-y. Oui. Et c'est à la même époque, d'ailleurs, que l'histoire du sang contaminé. C'est 86-87. C'est-à-dire que Mérieux a racheté Pasteur en 84. 2 ans après, il a retiré le phosphate de calcium pour le remplacer par l'aluminium. Pour une seule raison, et qui a été dit très précisément par Marc Girard, qui était le directeur de Pasteur Vaccin, le fruit de la fusion, lors d'un documentaire qui est passé sur France 5 début 2012, pour des raisons de rationalisation de production. C'est-à-dire qu'ils avaient toutes leurs usines Mérieux avait toutes ses usines sur aluminium. Il rachetait Pasteur qui avait des lignes de production sur phosphate de calcium. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir des lignes de production qui utilisent des produits différents. Donc ils ont rationalisé, tout le monde prenant de l'aluminium. Ils ont passé tous les produits de Pasteur. Enfin, une partie des produits de Pasteur sur aluminium et une autre partie sans adjuvant parce qu'ils étaient déjà auparavant sans adjuvant. Oui, mais attends, il y a quand même des contrôles sanitaires et il y a quand même des autorités dans ce pays. Non, je dis une bêtise là, Marie? Non, mais pas du tout. Et donc, parce que, attends, comment, pour des histoires de pratique, et parce qu'on n'a pas les machines, parce que c'est plus compliqué ou je ne sais quoi, on a vu avec le sang contaminé, c'est une histoire où on chauffait pas parce que ça prenait du temps et puis bon, c'est parce qu'on aurait pu les traiter, ces poches de sang contaminées. Bon, donc tout est possible. Pourquoi? Alors donc c'est pour une histoire de fric, quoi. Mais oui. D'organisation industrielle et d'argent. Oui. Le docteur Léry, qui était le responsable de l'Institut Pasteur à Lyon, a alerté la direction générale de Pasteur Vaccin, a alerté le ministère. On a des courriers du docteur Léry qui dit mais attention, il y a des alertes sur l'aluminium, il faut à minima que la population puisse avoir le choix entre deux adjuvants possibles, et voilà, personne n'a tenu compte des alertes. Après, des prises de position, des prises de position existent au fil du temps jusqu'à maintenant, qui sont aussi très fortes sur ces questions d'aluminium. On a la Food and Drug Administration, donc l'agence américaine, une grosse agence américaine par rapport aux produits de santé, qui dit des choses extrêmement claires sur le fait qu'on ne devrait pas utiliser d'aluminium dans les produits de santé à moins qu'il ne soit absolument impératif, qu'il n'y ait pas le choix. Voilà. Or, dans les vaccins, il y a le choix. Et par exemple, depuis quelques années, l'armée nord-américaine a mis au point un vaccin contre l'anthrax. Et on sait que l'anthrax pour l'armée nord-américaine, c'est du sérieux, c'est la guerre bactériologique, etc. Ils ont mis au point un vaccin contre l'anthrax adjuvanté sur phosphate de calcium. Donc la possibilité de changement existe. Ben là, c'est vraiment, alors pardon, mais je vais être un peu, peut-être très radical, mais c'est vraiment une organisation du crime. Hein. Oui, pardon, je vois pas comment on peut appeler ça, parce que si à terme ça crée toutes ces choses-là dans la population avec des vaccins qui sont injectés soi-disant pour protéger et soi-disant pour obligatoirement, parce qu'il y a des vaccins qui sont quand même obligatoires, qu'on injecte ça non seulement aux gosses mais aux adultes et à tout le monde, moi je trouve, alors là vraiment c'est, allons-y quoi. Comment pour donner aussi d'autres désordres de grandeur. C'est insupportable, tu vois. Je comprends très bien, je sais que
que c'est comme ça, mais malgré tout, je veux dire, alors là, moi je suis profondément indignée et je pense que je suis pas la seule. Pour donner... Oui, ce qui est aussi insupportable, c'est ce qu'on fait injecter aux enfants à l'heure actuelle, quoi. Là, je suis tombée un petit peu sur le derrière. Donc une nièce qui a un bébé, donc qui a informé, puisque bon, on a des contacts, qui sait tout ça, et donc la dernière fois avec le petit, je lui dis alors combien de vaccins t'as reçu, petit, mais il peut pas mettre son nom. Et la maman a fait oui, tu sais, celui-là, mais non, je sais pas, dit impossible, incapable de me dire le nom du vaccin qu'elle a fait faire à son petit, déjà d'une, et de deux, je dis ouais, mais, et elle me dit ouais, mais il n'a pas eu d'effet secondaire. Alors là, ça m'a vraiment choqué parce qu'avec tout ce que je mets, c'est quand même dit que l'effet secondaire, il peut être dans le temps, quoi. C'est pas tout de suite. Et là, ça m'a fait de la peine pour eux, quoi, d'en être encore à penser comme ça, quoi. Oui, mais dès qu'on touche, excuse-moi, mais dès qu'on touche au vaccin, dès qu'on essaye de dire quoi que ce soit, même pas contre le vaccin. On n'en est même pas là. Mais mettant des doutes sur la fabrication des vaccins, la première réponse, et particulièrement du corps médical, ah, vous voulez que la poliomyélite revienne en France? C'est ça. Ça, c'est l'argument choc. La raison n'existe plus. Quand on parle vaccin, la raison n'existe plus. Et on parle souvent des ligues anti-vaccinales, mais on pourrait dans ce cas-là parler aussi des ligues pro-vaccinales, quoi. Non, il faut que la raison prédomine. Et comme le dit Muriel, les symptômes apparaissent souvent retardés, plusieurs mois, voire plusieurs années après. D'accord. Donc, un gamin qui commence à recevoir ses injections avec de l'aluminium, effectivement, il n'y a peut-être pas de symptômes là tout de suite, mais il va en recevoir d'autres vaccins au cours de sa petite enfance, et puis, au bout de quelques temps. Alors, de quoi on parle en termes de chiffres et en termes de pathologie? Parce que là, on parle que de la myofasciite à macrophage. Mais il y a des publications qui existent à travers le monde et qui mettent en cause d'autres pathologies. Et en particulier, fin 2012, il y a une publication de chercheurs du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui est une des grandes universités nord-américaines, qui ont étudié toute la base nord-américaine des effets secondaires des vaccins. Donc c'est costaud. Et ils disent, après l'avoir bien étudié, la probabilité de lien entre l'aluminium des vaccins et l'autisme est très grande. La probabilité de lien entre l'aluminium des vaccins et des pathologies, ils ne parlent pas de myofasciite parce qu'ils ne connaissent pas le terme, mais des pathologies qui se manifestent par des douleurs musculaires, articulaires, de l'épuisement, des troubles cognitifs, est très grande, avec la mort. Est très grande. C'est le MIT qui l'écrit. Ça va jusqu'au syndrome de la guerre du Golfe aussi, hein, c'est eux. Le syndrome, non, c'est pas eux, non, c'est d'autres équipes, mais le syndrome de la guerre du Golfe, il y a de très grandes chances que ce soit lié à la vaccination et très certainement à un complexe aluminium plus squalène. Voilà. Alors le squalène, qui lui est à l'origine d'une autre pathologie, si vous voulez nous en parler, parce qu'on en a un petit peu entendu parler là récemment. C'est la narcolepsie. Voilà, la narcolepsie. Et là, je crois qu'il y a 60 cas en France déclarés, absolument sûrs. Voilà, mais merci de dire ça, que ça me fait rappeler ce que je voulais dire juste avant. Quand on parle de quantité de personnes qui sont concernées, alors, la narcolepsie, bon, nous on connaît un peu moins parce que mine de rien, on a quand même des problèmes cognitifs et on est très centré sur notre sujet, qu'on maîtrise bien, mais à condition d'être baigné dedans à fond. Et donc, on va pas trop parler de ce qu'on connaît pas, parce qu'on a envie d'être scientifiquement sûr de ce que l'on dit. Inattaquable. Oui, c'est ce que l'on cherche. Et je pense que d'une manière générale, on n'est pas trop attaqué sur ce que l'on dit et sur ce que l'on écrit. Et c'est aussi pour ça qu'effectivement, on a porté plainte, mais on y reviendra, je pense, après. L'hôpital Henri Mondor de Créteil est aussi un centre de référence sur les pathologies neuromusculaires. Et ils reçoivent des patients qui ont des syndromes de fatigue chronique. Le syndrome de fatigue chronique dans les pays occidentaux, c'est 2% de la population. C'est important. Donc en France, ça fait à peu près 1 200 000 personnes. Sur ces 1 200 000 personnes, il y a donc des personnes atteintes de syndrome de fatigue chronique qui consultent à l'hôpital Henri Mondor. 30% des gens qui ont un syndrome de fatigue chronique et qui sont à jour de leur vaccination ont en fait une myofasciite à macrophage. 30% d'1 200 000, ça fait 400 000. Il n'y en a pas 400 000, on ne peut pas projeter comme ça parce que ce n'est pas scientifiquement crédible, parce qu'il n'y a pas suffisamment de cas, mais c'est un ordre de grandeur.
on n'est pas 400 et quelques, comme essaye de le faire croire l'Agence du médicament. C'est certainement quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers de personnes qui ont notre pathologie, c'est-à-dire un syndrome de fatigue chronique dont on connaît l'origine, qui est l'aluminium vaccinal. Et à côté de ça, vous avez d'autres pathologies. Vous avez des cas d'autisme, vous avez des cas de sclérose en plaques, de sclérose latérale amyotrophique. On est, si un jour ça sort, mais on est face aussi à un système, un peu comme l'histoire d'Icare tout à l'heure, un système qui ne veut pas bouger, à des gens qui sont des professeurs de chair, comme disait le professeur Leibovitch. Voilà, si on veut regarder les choses en face, il y a de plus en plus de personnes qui en ont conscience, il y a beaucoup de parlementaires qui maintenant nous suivent, il y a une pétition avec 85 000 personnes qui l'ont signée, elle est toujours à signer d'ailleurs, il y a 1000 médecins qui l'ont signée, il y a 100 parlementaires de toute appartenance politique qui demandent le retour de vaccins sans aluminium, c'est en train de bouger, mais derrière, le nombre de personnes sujettes à ces pathologies liées à l'aluminium, il est énorme. Et ça part de la France. Alors, justement, quelle est la mission de l'hôpital Henri Mondor, de cette unité de recherche, et pourquoi elle a été créée? C'est bien parce qu'il y avait quelque chose qui se passait. En fait, en 1993, à Bordeaux, Michel Coquet, le docteur Michel Coquet, qui était la chef du service d'anapathologie du CHU de Bordeaux, a fait une biopsie pour quelqu'un qui avait des douleurs musculaires inexpliquées. Et dans cette biopsie, elle a trouvé quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. Elle a vu des cristaux qu'elle n'avait jamais vus et elle l'a présenté à la Société française de neuropathologie, dont faisait partie le professeur Gherardi, qui est le chef de l'unité INSERM de Mondor. Et lui, un an après, a trouvé le même cas, sans savoir ce que c'était. Et ils ont cherché ensemble, et un service de physique nucléaire de Bordeaux, quelques années plus tard, a compris qu'en fait c'était de l'aluminium. Et donc l'aluminium à cet endroit-là, c'est-à-dire dans le deltoïde, donc dans le bras, c'était le vaccin. Donc ça a été compris en 98 et des publications sont sorties dans The Lancet et The Brain, donc des grandes revues scientifiques. Et alors, justement, après, il y a quand même un peu de bruit qui commence à se faire autour de ces problèmes. Vous en faites beaucoup, vous, 3M, puisque vous allez même, on va en parler là, jusqu'en justice. Oui. Comment est donnée une autorisation de mise sur le marché d'un vaccin? Comment et pourquoi? Alors, comment on donne une AMM à un vaccin en face, avec aluminium? Comme il n'y a pas l'image, puisqu'on est à la radio, je vais quand même faire un petit commentaire, c'est que j'ai deux mous dubitatives en face de moi, de Muriel et Didier, qui en disent très long, mais je vous laisse la parole. Donc, nous ne sommes pas des spécialistes de l'autorisation de mise sur le marché, donc il y a un certain nombre d'études préalables qui sont faites, d'études cliniques de phase 1, 2, 3, etc. L'une des particularités de ces études cliniques, c'est de comparer des personnes vaccinées avec le vaccin en question avec un placebo. Seul problème, c'est que dans le placebo, vous avez de l'aluminium. Et donc, c'est le premier point. Donc, et le deuxième point, c'est bon, bien évidemment, comparer deux vaccins avec de l'aluminium, on aura du mal à voir les effets secondaires induits par l'aluminium. Et que deuxièmement, quand vous avez dans ces études de phase 1, 2 ou 3 des effets indésirables qui sont analysés, ce sont des effets indésirables qui sont analysés sur du court terme, c'est-à-dire 15 jours, 3 semaines, 1 mois après. D'accord ? Et même, j'irai plus loin, quand l'Agence du médicament, en 2006, demande à Sanofi de faire une étude comparative entre deux vaccins pour vérifier, pour comparer ces deux vaccins en termes d'efficacité et de sécurité. Ces deux vaccins, c'est le DT polio sans aluminium et c'est le Revaxis, qui est un DT polio avec aluminium. L'Agence du médicament demande ce travail aux fabricants, donc à Sanofi, mais sans poser de critères qui sont liés à l'aluminium. C'est-à-dire sans demander une analyse des effets indésirables à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà. Donc comment est donnée l'AMM? Sur un principe, c'est que cet aluminium est mis dans les vaccins depuis 1926, qu'il n'y a jamais eu de problème, et donc on ne va pas commencer à se poser de questions là-dessus. Alors, vous en posez beaucoup de questions chez E3M, oui, puisque vous avez carrément assigné Sanofi, donc le fabricant, oui, devant la justice,
Et alors, je répète, atteinte à l'intégrité de la personne, mise en danger de la personne, faux escroquerie. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, là. Non. C'est-à-dire que c'est ce qu'il en est, quoi. Voilà. Au nom de 80 personnes non, là c'est au nom de l'association et c'est 2 personnes qui... Alors, si vous voulez, nous on a une plainte au pénal depuis 2000.